Si j'ai une voiture qui fait 300 chevaux, est-ce que j'ai réellement 300 chevaux qui galopent tous ensemble sous le capot? Non. Mais la réponse est beaucoup plus intéressante qu'elle en a l'air. Puisqu'effectivement, quand on parle de 100, 200 ou 300 chevaux, on se réfère en réalité à une époque où le moteur du monde était le cheval, littéralement. Et donc la vraie question, c'est quel est le rapport entre une voiture et ce truc-là qui mange du foin? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous invite à ce qu'on regarde ensemble pourquoi est-ce qu'on parle de chevaux. Pourquoi il existe aussi des chevaux qui ne galopent absolument pas et qui servent d'unité fiscale, mais aussi de couple, de puissance ou même de kilowatts. Alors accrochez-vous et c'est parti! Déjà, pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de cheval, il faut revenir à une époque où il n'y avait ni voiture, ni moteur, ni même électricité. Globalement, une époque où la grande partie de la force mécanique était principalement animale. Et cette force venait principalement du cheval. Et en effet, c'était plutôt pratique. Un cheval, c'est fort, ça peut tirer des chariots, des charrettes, on peut vagabonder dessus, on peut partir d'un point A à un point B, ça peut travailler sur un champ de bataille, dans les mines, sur un moulin, ça peut même faire le travail d'une vraie machine. En bref, c'est une véritable source d'énergie vivante. Mais surtout, le cheval, c'était une référence que tout le monde pouvait connaître. D'ailleurs, même aujourd'hui, si je vous dis que ce moteur fait 100 kW, c'est pas forcément parlant pour tout le monde. Mais si je vous dis que ce moteur peut faire l'équivalent de 10 chevaux, là vous commencez à saisir l'idée. Eh bien à l'époque, c'était tout pareil. Le cheval était donc le langage universel de la puissance mécanique. Et puis arrive la révolution industrielle, avec notamment l'arrivée des machines à vapeur. Et le problème de ces machines à vapeur, ce n'est pas seulement de les fabriquer, mais c'est aussi de savoir les vendre correctement. Non, parce que tout ça c'est bien joli, mais si vous débarquez avec une machine et que vous dites qu'elle fait tant de watts, déjà personne ne va vous comprendre, mais en plus de ça, le watt en tant que tel n'existait pas encore comme unité moderne à l'époque. Et donc, il fallait une comparaison simple. Et c'est là qu'intervient James Watt. Et James Watt est connu pour plusieurs choses. Déjà, c'est un ingénieur écossais de génie qui a notamment amélioré les machines à vapeur, mais aussi c'est un excellent vendeur. Et justement, il va populariser une comparaison qui est incroyable. Il va comparer la puissance de ses machines avec des chevaux. Pour faire simple, il va débarquer et dire que cette machine peut remplacer tant de chevaux. Et à l'époque, c'est révolutionnaire comme idée. Et surtout à l'époque, tout le monde comprenait ce qu'un cheval pouvait représenter réellement en termes de force de travail. Et donc le cheval vapeur n'était pas né pour faire joli. En effet, il servait réellement à comparer la puissance d'une machine face à un cheval. Mais bon, évidemment, il y a quelques subtilités. Déjà, un cheval, c'est vivant, figurez-vous. Déjà, il peut fatiguer, parfois il travaille mieux, parfois il travaille moins bien, et surtout, deux chevaux, parfois, ne sont pas vraiment équivalents. Et donc, quand on parle d'un cheval vapeur, on ne parle pas évidemment de la puissance réelle d'un animal vivant. On parle surtout d'une valeur standardisée, une convention. Et surtout, c'est une unité de puissance qui permet de comparer les machines elles-mêmes. Et justement, dans le système métrique, donc le système de chez nous en Europe continentale, un cheval, c'est grosso modo la puissance nécessaire pour soulever 75 kg à 1 mètre de hauteur en 1 seconde. Alors je vous l'accorde, dit comme ça, c'est vraiment très abstrait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cheval vapeur, ça ne mesure pas une force, ça mesure une puissance. Autrement dit, une quantité de travail réalisée en un certain temps. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'un cheval, ça correspond à environ 735 watts. Watts? Comme James Watt? Oui, c'est le même. Donc aujourd'hui, on convertit les chevaux de watts en watts. Les mêmes. C'est merveilleux ça, non? Bon, promis, on va pas transformer cette vidéo en un cours de physique. Restez avec moi. Et surtout, ne prenez pas de paracétamol, ça va aller. Mais il faut quand même poser certaines bases plutôt simples. Le watt, c'est l'unité scientifique de la puissance. Et un watt, techniquement, c'est 1 joule par seconde. Et donc ce n'est pas juste un joule, hein. C'est bien la quantité d'énergie qui est nécessaire pour transformer quelque chose, produire ou transmettre chaque seconde. Autrement dit, la puissance, ce n'est pas combien d'énergie on a, mais à quelle vitesse on est capable de l'utiliser. Et ça, justement, c'est essentiel pour comprendre un moteur. Et donc, quand on parle d'un moteur de 150 chevaux par exemple, on parle bien de sa capacité à fournir beaucoup de travail très rapidement.
et pas du nombre d'animaux qui se trouvent sous le capot. Il n'y a pas 50 chevaux qui galopent physiquement sous le capot, ça n'a pas de sens ça. Mais évidemment, comme l'humanité déteste de faire la même chose comme tout le monde, eh bien il se trouve qu'il y a plusieurs chevaux différents. Chez nous, par exemple, en Europe continentale, on utilise le cheval vapeur métrique, avec le sigle CH par exemple. Mais dans le monde anglo-saxon, donc en Grande-Bretagne ou outre-Atlantique aux États-Unis, on parle de horsepower, le fameux symbole HP. Et là, il s'avère que leur cheval est plus gros que chez nous. C'est pas les mêmes. En effet, chez nous, un cheval vapeur métrique, c'est environ 735 watts. Mais le horsepower anglo-saxon, lui, fait environ 745,7 watts. Donc globalement, leur cheval est plus gros. Alors bien sûr, c'est pas énorme, la différence est d'environ 1,4%, mais c'est suffisant pour que la même voiture, avec le même moteur, se retrouve légèrement moins puissante aux États-Unis, alors que globalement, c'est la même chose. Aujourd'hui, si on continue de parler de cheval, surtout par tradition, il faut savoir que la véritable unité officielle et scientifique est le kilowatt. Et le kilowatt, c'est simplement 1000 watts. Et c'est pour ça que, notamment sur les voitures électriques, on voit leur puissance exprimée en kilowatts et non plus en chevaux. Aussi parce que le kilowatt, c'est une unité qui est scientifique, universelle, propre, et qui surtout ne dépend pas de cet animal de ferme qui mange du foin. Mais comme le public continue à être habitué au cheval, eh bien on continue de convertir ça en cheval. Et d'ailleurs, la conversion entre kilowatt et cheval est plutôt facile. Retenez bien, 1 kilowatt, c'est 1,36 cheval. Donc pour convertir rapidement, vous prenez la puissance en kilowatts, vous la multipliez par 1,36 et vous obtenez la puissance en chevaux. Par exemple, 75 kW, c'est 102 chevaux. 100 kW, c'est environ 136 chevaux. 150 kW, c'est environ 204 chevaux. Et 300 kW, ça fait environ 408 chevaux. Et c'est pour ça qu'une voiture électrique qui fait 150 kW peut être présentée au grand public comme une voiture qui fait 200 chevaux. Et puis dans cette prairie entrelacée de chevaux, on retrouve un cheval extrêmement bizarre. Le cheval fiscal. Celui-ci, il ne vit ni dans une écurie, ni sous un moteur, il vit dans l'administration. Et les chevaux fiscaux ne mesurent pas directement la puissance réelle du moteur. Ce sont des chevaux administratifs, qui servent surtout à vous taxer, notamment pour tout ce qui est carte grise. Et c'est pour ça qu'une voiture peut faire environ 100 chevaux réels, mais seulement 7 chevaux fiscaux. Et donc rassurez-vous, quand on parle d'une 2 chevaux par exemple, on parle bien de 2 chevaux fiscaux, pas de 2 chevaux sous le capot, parce que non là clairement vous irez pas très loin avec ça. Et comme tout ce qui est lié à l'administration, ce n'est jamais simple. Il faut savoir que les formules ont beaucoup évolué avec le temps. À une certaine époque, on regardait davantage la cylindrée du moteur, son alésage ou la course, ou d'autres éléments mécaniques. Aujourd'hui, en France, l'administration utilise une formule administrative assez complexe, notamment basée sur la puissance réelle nette en kilowatts. Mais pour le bien de tout le monde dans cette vidéo, je vais vous épargner tous ces calculs très complexes. Mais l'idée à retenir du cheval fiscal, c'est que ce n'est pas un vrai cheval, il ne galope pas dans une prairie, c'est simplement un outil fiscal pour mieux vous prendre de l'argent. À présent, on peut aussi s'attaquer sur un très gros sujet, la puissance et le couple. En effet, on entend souvent dire que cette voiture a beaucoup de puissance, elle a beaucoup de chevaux, ou au contraire, on peut entendre dire que cette voiture a beaucoup de couple. Mais il faut bien comprendre que ce n'est absolument pas la même chose. Le couple, c'est une force de rotation. D'ailleurs, abonnez-vous, ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Poursuivons. Prenez cette clé par exemple. Plus vous appuyez fortement, ou si vous rajoutez de la longueur au niveau du manche, et bien plus vous aurez de couple. Concrètement, le couple, c'est la capacité à faire tourner quelque chose avec force. Et dans un moteur, le couple s'exprime avec les fameux newton-mètres, les Nm. Et d'ailleurs, certaines clés dynamométriques s'expriment aussi en newton-mètres. Vous faites le lien? Mais la puissance, ce n'est pas juste de la force. La puissance, c'est la force, mais aussi la vitesse à laquelle cette force est produite. Et donc la vraie formule, c'est celle-ci. La puissance est égale au couple multiplié par le régime de rotation. Mais bon, en français normal, c'est super simple. La puissance, c'est pas seulement la force du moteur, mais c'est aussi multiplié par sa vitesse à laquelle il tourne. Donc un moteur avec beaucoup de couple mais qui tourne moins vite
peut avoir la même puissance qu'un moteur avec moins de couple mais qui tourne plus vite. Et c'est justement là que réside la différence entre les moteurs diesel et les moteurs essence plus sportifs. En effet, un moteur diesel peut avoir beaucoup de couple, notamment à 2000 tours minute. Il pousse fort, tôt et surtout avec une impression de force tranquille. A contrario, un moteur essence plus sportif peut monter davantage dans les tours, et donc même si sur le papier il a moins de couple, finalement, en allant plus haut dans les tours, il peut avoir plus de puissance. En simplifiant, le moteur diesel travaille dans la force brute et le moteur essence travaille dans le régime. Et c'est justement pour ça qu'on parle énormément de couple dans les grosses machines industrielles qui sont là pour tracter des choses, pour transporter des choses, pour soulever des choses ou même pour creuser des choses. En effet, une excavatrice, une grue, un tracteur ou ce que vous voulez, leur but ce n'est pas de prendre 200 km/h sur une autoroute, mais c'est d'avoir de la force. Et c'est pour ça que ce qui est recherché ici, ce ne sont pas les chevaux disponibles tout en haut du contour, mais c'est surtout du couple, de la force disponible très tôt, en très bas régime et surtout de façon constante. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, mais toutes ces machines sont souvent avec des moteurs diesel. Mais pourquoi? En simplifiant, mais un moteur diesel, ça travaille avec une force de compression extrêmement élevée, avec une combustion qui est très forte et surtout un moteur qui est aussi beaucoup plus costaud. Et parfois aussi avec une course de piston plus longue. Et résultat, avec ces technologies du diesel, on n'a pas un moteur qui monte très haut dans les tours, mais qui pousse fort. Et donc le diesel, c'est un moteur d'effort. Et c'est pour ça qu'on le retrouve globalement sur tous les tracteurs. Désolé pour vous qui avez un moteur diesel, votre voiture, c'est un tracteur. Vive l'essence. D'ailleurs, on entend souvent que le couple fait l'accélération et les chevaux font la vitesse de pointe. C'est pratique, c'est facile à retenir, mais c'est inexact. En réalité, ce qui fait accélérer une voiture, c'est le couple aux roues et pas seulement le couple moteur. Puisqu'en effet, entre le moteur et les roues, on retrouve notamment la boîte de vitesse. Et la magie du truc, c'est qu'une boîte de vitesse peut multiplier le couple envoyé aux roues. Mais attention, elle ne crée pas de puissance. La boîte de vitesse échange de la vitesse de rotation contre du couple. Et c'est pour ça que quand vous êtes en première par exemple, vous pouvez monter plus facilement une côte. Mais pour autant, vous n'allez pas très vite. Mais vous avez beaucoup de couples disponibles. A contrario, si vous mettez la 5e ou la 6e, vous pouvez aller plus vite, mais vous allez avoir beaucoup plus de mal de lancer la voiture. Et donc pour grimper ou tracter quelque chose, il faut du couple au niveau des roues. Mais pour continuer à accélérer quand la vitesse augmente, ou pour atteindre une vitesse assez élevée, pour le coup, il faut de la puissance. Donc concrètement, le couple, c'est la capacité à arracher un arbre. Et la puissance, c'est la capacité à arracher cet arbre le plus rapidement possible. Et donc sur une voiture, les deux sont intimement liés. Les chevaux ne remplacent pas le couple, mais le couple ne remplace pas les chevaux. Mais vous l'aurez remarqué, le cheval avec l'arrivée des voitures électriques commence à partir au galop. En effet, la puissance est annoncée en kilowatts et non plus en cheval. Et donc, comme on l'a vu précédemment, on peut convertir les kilowatts en chevaux. Très bien, mais il y a une confusion très fréquente. Le kilowatt et le kilowattheure. Et là, attention, ce n'est absolument pas la même chose. Comme on l'a vu, le kilowatt, ça mesure une puissance. Mais le kilowattheure, lui, mesure une quantité d'énergie. On va comparer ça à un réservoir. Le kilowattheure, c'est la taille du réservoir. Le kilowatt, c'est la puissance du moteur, ou surtout la vitesse à laquelle on peut vider ce réservoir. Et donc, quand on parle d'une batterie de 60 kWh, on ne parle pas d'un moteur de 60 kW. Ce sont deux choses différentes. Ici, on parle du réservoir. Autrement dit, de la réserve d'énergie. Une voiture électrique peut très bien avoir une batterie de 60 kWh et un moteur de 150 kW, par exemple. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant. Si vous avez pu conduire une voiture électrique, vous aurez sûrement constaté que le 0 à 100 se fait de façon instantanée. Et ça, c'est dû au fait qu'elle peut fournir du couple dès le départ. En effet, il n'y a pas besoin d'attendre que le moteur prenne ses tours moteurs, de 3000 tours minute à 4000 tours minute, 5000 tours minute ou 6000 tours minute. La poussée arrive très vite. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe assez intéressant. À 0 tours minute, un moteur électrique peut déjà exercer du couple. Mais physiquement, tant que rien ne tourne, la puissance mécanique est nulle. Pourquoi? Parce que la puissance, c'est le couple multiplié par la vitesse de rotation. Et donc si la vitesse de rotation est de 0, eh bien la puissance est de 0 aussi.
Mais dès que le moteur commence à tourner, alors la puissance apparaît immédiatement. Et c'est donc pour ça qu'une voiture électrique peut offrir la même poussée qu'un missile intercontinental, tout en respectant les mêmes lois physiques qu'un moteur thermique. Il y a aussi un dernier point assez fascinant. Il n'y a pas si longtemps que ça, avoir 200 ou 300 chevaux, c'était colossal. C'était le territoire très sélect des sportives, des grosses berlines statutaires ou d'une voiture extrêmement puissante. Mais aujourd'hui, avec les voitures électriques, il n'est pas si rare de trouver des puissances comme 400, 500, 600 ou même 1000 chevaux. Ça devient de plus en plus la norme. Et aujourd'hui, une simple berline électrique peut annoncer des chiffres qui il y a quelques temps pouvaient sembler mais complètement délirants. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on utilise de plus en plus le kilowatt. Parce que quand tout le monde commence à parler de 500, 700 ou 900 chevaux, ça devient beaucoup trop abstrait et beaucoup trop spectaculaire pour être clair. En effet, à une époque, 200 chevaux pour une sportive, c'était délirant. Aujourd'hui, une Tesla peut en faire 500. C'est devenu banal. Et donc finalement, quand on parle de 300 chevaux, on ne parle évidemment pas d'un animal vivant. On parle surtout d'une unité qui servait à standardiser les machines entre elles et pour se donner une représentation visuelle de la puissance réelle de la machine. Et c'était surtout une unité qui était créée à une époque où le cheval régnait en maître. Et finalement, le cheval s'est incorporé dans le domaine de l'automobile et il est même difficile de dissocier un cheval d'une voiture. Mais il y a aussi une chose que je trouve absolument incroyable. Aujourd'hui, avoir 100 chevaux, c'est banal. Et pourtant, à l'époque de Louis XIV par exemple, avoir une écurie de 100 chevaux faisait partie de l'élite royale. Et donc la prochaine fois que quelqu'un vous dira que sa voiture fait 100 chevaux, vous pourrez lui demander si ce sont des chevaux fiscaux, réels, ou chevaux vapeur, ou même les horsepower américains. Et vous d'ailleurs, qu'en pensez-vous des chevaux dans les voitures? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est Anatoly. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Tout ça là, c'est plus de chevaux que tout ce qu'avait Louis XIV.